Au commencement, il n'y avait qu'un rêve, celui d'un homme nommé Walt Elias Disney. Ce rêve, qui à l'image de Geppetto, face à l'étoile des souhaits, semble trop beau et bien trop loin, sauf si bien sûr comme celui-ci ont pris la bonne étoile. Le rêve de Walt Disney, c'est celui d'élever l'animation au sommet de son art. En donnant corps et âme, et tel un virtuose chef d'orchestre, celui-ci parvient à diriger parfaitement ses artistes et en a ressorti le meilleur, lui qui était d'un perfectionnisme obsessionnel, dénichant au fil de sa vie les plus grands talents de l'histoire de l'animation. Ainsi, l'orchestre Disney chanta l'inoubliable Steamboat Willie en 1928 au Colony Theatre de New York. Et Mickey Mouse est alors présenté au monde pour la première fois. Mais le rêve n'en est encore qu'à son commencement, puisqu'une nouvelle va propulser celui-ci vers son paroxysme. En effet, un nouveau procédé vient de voir le jour, et celui-ci a son importance pour la suite, puisqu'il s'agit de la révolution du Technicolor, qui à l'époque est un procédé qui est en difficulté pour se faire une place, car l'invention d'Herbert Camus, ingénieur de formation, n'arrive pas à convaincre les réalisateurs, notamment à cause des nombreux échecs des précédentes versions. Mais non pas découragé par ces échecs passés, celui-ci va voir Walt Disney afin de le convaincre d'essayer sa nouvelle version, plus prometteuse en termes de qualité. Walt saisit alors l'occasion et tente l'expérience, et en 1932, le premier film à avoir utilisé cette technologie révolutionnaire, le Technicolor Chrome, est le court-métrage issu des Silly Symphonies Flowers and Trees, des arbres et des fleurs. L'animation n'en est encore qu'à ses débuts, à l'image du rêve de Walt, qui a maintenant une belle équipe derrière lui, et une entreprise plus que prometteuse. Et la suite semble un long fleuve tranquille. Mais il n'en sera rien, car le nouveau projet de Walt dépasse toute imagination. Son pari ne laisse pas indifférent, il doit désormais réaliser le premier long métrage de l'histoire de l'animation. Rien que ça. Thing I did when I got a little money to experiment, I put all my artists back in school. Now we were dealing in motion, movement, and the flow of movement, the flow of things, you know, action, reaction, all of that. So we had to set up our own school. Les animateurs analysaient avec minutie chaque détail du mouvement humain. Ces études préliminaires ont permis de donner vie à des personnages dessinés et animés, capables de mouvements convaincants et qui ont donné l'extraordinaire réalisme de Blanche-Neige. Malgré la somme de travail colossale, les difficultés financières, ainsi que les nombreuses réécritures et divers travaux inachevés, voire totalement revus, Blanche-Neige et les 7 nains finit par sortir en 1937. L'équivalent pour l'époque d'un Titanic de James Cameron, un blockbuster pour les années 30, le premier film d'animation de l'histoire du cinéma. À l'image de Pinocchio, devenu petit garçon, à force d'épreuves et de travail sur soi, l'étoile des souhaits accorda à Disney le vœu qu'il avait exaucé, celui de bâtir une nouvelle ère de l'animation. Et son chef-d'œuvre Blanche-Neige et les 7 nains n'est que le premier d'une longue série. Ainsi, vous l'aurez sans doute compris depuis un long moment, vu le grand nombre de parallèles que j'ai établis depuis l'introduction, que le sujet de la vidéo n'est autre que Pinocchio. C'est le deuxième film de l'histoire de Disney. Celui-ci sort en 1940 et l'histoire de sa conception relève de l'exploit, car pour Disney, c'est en réalité le plus grand défi de sa vie. Car la magie Disney doit encore faire plus grand, plus magique, plus touchant que Blanche-Neige et les 7 nains. Et ainsi commence donc la folle aventure Pinocchio. Et celle-ci, je vous le promets, est riche en péripéties et remplie d'histoires passionnantes. Laissez donc Maestro vous guider à travers l'histoire de la jeunesse de Pinocchio et vous parler de ces incroyables artistes qui la composent. Chers amis, avant de vous laisser guider, permettez-moi, très chers auditeurs, de vous introduire quelques petits concepts de l'animation. Les celluloses sont des dessins réalisés à la main sur des feuilles transparentes placées sur un décor. On peut ainsi superposer plusieurs celluloses et créer de scènes complexes, sans devoir redessiner les éléments de l'arrière-plan. Grâce à la caméra multiplane, on peut créer l'arrière-plan. Ce système a été inventé par Bill Garity, ingénieur au studio Disney. Le principe est le suivant.
La caméra est placée en hauteur, ne prenant que des photos, et en dessous sont placées des plaques de verre à différentes hauteurs. Notez aussi que chaque cellulose peut être mis à n'importe quel niveau. Et aussi que chaque niveau du décor peut bouger indépendamment les uns des autres, imitant ainsi un réel mouvement de caméra. À cette époque, où Walt n'avait pas encore les moyens de ne s'acheter ne serait-ce qu'un costume à $40, il recrute Lillian Barnes par le hasard d'une connaissance de son actuel secrétaire qui lui prévient que ce poste ne sera guère bien rémunéré. Mais le hasard fait si bien les choses, et donc ainsi, Walt Disney vient de faire, sans même s'en rendre compte, la rencontre la plus importante de sa vie, puisque c'est celle de sa future femme qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Les années passent, et pour fêter leurs 10 ans de mariage, le couple décide d'entreprendre un long voyage de plusieurs mois à travers plusieurs pays d'Europe, comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre et entre autres l'Italie. Durant cet été de 1935, le couple sillonne l'Europe, accompagné de Roy, le frère de Walt, et sa femme, ainsi que le scénariste Bill Cottrell. Walt Disney rapportera de ce voyage non pas moins de 350 livres illustrés de divers contes et légendes et autres curiosités des pays qu'ils ont visités. Ces ouvrages, destinés à enrichir la toute jeune Disney Animation Library, où les artistes vont se rendre pour consulter ou emprunter ces ouvrages pour s'en inspirer et créer la magie Disney. On peut notamment trouver aussi bien du Gustave Doré que du Arthur Rackham, Honoré Daumier, Granville, Benjamin Rabier, Ludwig Richter, John Tenniel et tant d'autres artistes européens. Parmi ces ouvrages figure un titre illustré par Enrico Mazzantini d'un conte italien que Walt apprécie énormément et qui figure parmi la liste de 3 projets que Walt a lancés en simultané. Le premier, Bambi, n'en est qu'à ses prémices et les premières animations des animaux déplaisent à Walt. Le deuxième projet est une série de courts-métrages musicaux dont le concept n'est pas encore tout à fait fini. Il s'appelle pour l'instant The Concert Feature et sera ensuite plus connu sous le nom de Fantasia. C'est donc le 3e projet qui va finalement être avancé. Et comme vous vous en doutez, il s'agit donc du conte italien Pinocchio. Ce conte est écrit par un certain Carlo Collodi, né Carlo Lorenzi à Florence dans la Toscane italienne en 1826. Celui-ci, après un long parcours tumultueux, s'oriente vers la carrière de lettres et en 1875, il est chargé de traduire les contes du français Charles Perrault pour les éditeurs de livres d'école. Il traduira aussi les contes de la comtesse d'Aulnay et de la marquise de Beaumont. Ce recueil paraît l'année suivante sous le titre des Contes de la Fée, contes qui obtiennent un immense succès auprès de la jeunesse en Italie. Il choisira bientôt le nom de la ville de son enfance, Collodi, comme pseudonyme, en hommage à sa mère, née dans un petit village nommé Ginori, dans les Apennins, et ainsi, en 1881, débute sous forme de feuilleton la publication de la Stria di un burattino, histoire d'une marionnette. Et voici comment devait se terminer l'histoire au chapitre 15. Poursuivi par des assassins, Pinocchio se réfugie dans la chaumière des bois, où la fée bleue lui annonce que tout le monde est mort dans la maison et que personne ne viendra à son secours. Les assassins s'emparent de Pinocchio, le pendent haut et court à un chêne et l'abandonnent à son sort. Le morceau de bois retourne à sa nature végétale originelle. Collodi, devant l'indignation générale et les conseils de son ami et rédacteur en chef, ne peut se résoudre à laisser une telle fin, amère, dramatique et sans espoir. L'auteur change raisonnablement ce qui doit être et rebaptise même sa nouvelle œuvre, Les Aventures de Pinocchio, qui sont donc publiées dans Il Fanfulla, un quotidien destiné aux enfants, entre 1882 et 1883, puis publié dans un recueil traduit en anglais seulement en 1891. Le développement de Pinocchio est pour l'équipe le commencement d'un très long et très dur labeur. La première difficulté à laquelle l'équipe se heurte de plein fouet est la réécriture de l'œuvre. Le conte de Collodi contient énormément d'épisodes difficilement adaptables pour un jeune public, même pour les années 40, notamment en raison de la cruauté de ceux-ci,
et aussi en la vision obsolète de l'éducation qui en découle. En effet, le conte de Collodi a pour but de dissuader les enfants d'emprunter certains chemins, comme le show business ou la délinquance, histoire de les contenir pour qu'ils se conforment à une société modèle adulte, un monde policé, moralisateur et sans fantaisie imposée par les adultes, suivre le chemin de l'école, respecter les règles. Le conte en lui-même n'est qu'un inventaire de châtiments qui s'abattent instantanément sur celui qui s'éloigne de ses principes, et le comportement de Pinocchio dans l'œuvre originale n'attire pas vraiment la sympathie et suscite même un certain agacement. Voici un passage qui illustre mon propos. Ce passage décrit l'épisode où Geppetto fabrique le pantin et celui-ci va se montrer particulièrement moqueur et insolent. Diable d'enfant, tu n'es même pas terminé et tu manques déjà de respect à ton père. Ce n'est pas bien, mon garçon. Et il essuya une larme. Il restait toujours à faire les jambes et les pieds. Quand Geppetto les eut terminés, il reçut un coup de pied sur le bout de son nez. La trame du conte est à revoir et cela va d'abord passer par un travail de traduction que Walt Disney fait rédiger par une de ses employées au département scénario pour avoir sa propre version. L'équipe va se plonger dans les archives, regarder diverses représentations théâtrales afin de s'imprégner complètement de l'œuvre. Le défi pour l'équipe du département scénario est de réussir à conserver l'essence même de l'histoire tout en réadaptant les protagonistes et événements qui la composent. Comment faire cela avec un personnage principal peu attachant, aux principes insouciants, les rares moments joyeux ou comiques, et sans compter les nombreux antagonistes du récit. En mars 1938, débute alors la première vraie réunion du développement du scénario, supervisée bien sûr par Walt lui-même. Ceci étant fait, il reste encore le plus important à faire, puisqu'il faut bien sûr construire l'univers du film de façon visuelle. Et le génie de Walt Disney pour s'approprier les œuvres n'est rien sans le talent de ses artistes, qui, tels des alchimistes de la création, donnent vie au projet de Disney. Ainsi, l'arrivée sur le projet de l'artiste Gustav Tengren a eu un impact indéniable sur l'univers de Pinocchio par Disney. Sa participation s'est avérée charnière pour le film, tant celle-ci fut exceptionnelle. Cet artiste d'origine suédoise, vivant depuis quelques années aux États-Unis, a une certaine expérience et une certaine notoriété dans son domaine. Celui-ci est un illustrateur de renommée et a déjà illustré de nombreux livres pour enfants. Sa réputation grandissante n'a pas échappé à Walt Disney, qui lui propose alors de travailler pour le studio, et c'est sans surprise que celui-ci acceptera. Ainsi, il entra en 1936 sur le projet de Blanche-Neige et les 7 nains. Il ne parviendra pas vraiment à imposer son style, mais son heure viendra. Sur Pinocchio, il s'occupera du développement des décors et des personnages. Il esquisse les premières planches de Pinocchio, Geppetto, Stromboli, ainsi que les marionnettes de son théâtre. L'influence de Tengren transparaît surtout dans les illustrations, mettant en action les personnages dans certaines situations. Celles-ci parviennent à réinventer l'univers du récit originel, les rendant plus chaleureuses et accueillantes. Sa source d'inspiration pour créer le village de Pinocchio, petit village italien du 19e siècle, c'est la petite ville de Rothenburg ob der Tauber, petite ville médiévale de Bavière allemande qui est la principale source d'inspiration de Tengren pour créer le village de Pinocchio. Les peintres Rackham et le suédois John Bauer en avaient peint quelques aquarelles et celles-ci faisaient bien sûr partie des ouvrages rapportés par Walt, trouvables dans la bibliothèque de Disney. Albert Hörter est animateur suisse né en 1883 à Zurich, puis ensuite immigré aux États-Unis pour ensuite rejoindre en 1931 les studios de Disney. Walt lui accorde personnellement sa liberté d'exprimer ses idées, et c'est ainsi qu'il contribue de manière significative à des films tels que Blanche-Neige et les 7 nains, en tant que premier dessinateur, en s'occupant des aspects graphiques du film, personnages et décors, et bien évidemment Pinocchio, pour lequel il s'occupera des décors intérieurs de la maison de Geppetto, des meubles, jouets et divers outils, horloges, boîtes à musique et divers objets. Hörter et Tengren avaient en commun cette culture européenne dont ils étaient issus, et ainsi se complétaient parfaitement. Tout d'abord, j'ai commencé à travailler avec Tengren en regardant ce qu'il avait fait. Nous voulions surpasser le travail fait pour Blanche-Neige et les 7 nains, et nous avions besoin de tout notre talent pour transposer à l'écran ce que Tengren développait. Il y avait un grand décor du travail ou village où vivait Geppetto, avec des petites maisons et tout leur environnement. Celui-ci était si grand qu'il aurait pris tout l'espace de ce salon.
Il était magnifiquement dessiné. Veuillons déterminer de quelle manière la caméra allait parcourir ce décor. Au moment de la prise de vue, il ne devait pas y avoir de rupture. Le mouvement de la caméra devait rester continu. Cela donnait une merveilleuse impression de réalité. Sur ce décor, j'ai collaboré à la maison de Geppetto. J'aimais certains dessins de Tengren, d'autres moins. Certains fonctionnaient, d'autres pas. J'explorais tous les aspects de la maison. Puis du village, quand le petit Pinocchio va à l'école. Il y avait plein de choses à étudier et j'ai pris mon temps pour ça. Ken Anderson est né américain en 1909. C'est durant 44 années de sa vie qu'il animera les merveilles du studio Disney. Il a fait ses preuves à Walt en tant que directeur artistique durant le développement de Blanche-Neige, par ses illustrations et maquettes de l'intérieur de la Maison des Nains, doué de son expérience d'architecte. Pour le film Pinocchio, il est toujours directeur artistique et il sera chargé d'animer certaines scènes clés du film. Claude Coats est né en 1913. Cet artiste américain est aussi, comme Anderson, architecte de formation. Il crée de nombreux arrière-plans pour la plus célèbre séquence de Fantasia, l'apprenti sorcier, dans l'ambiance des peintures de Rembrandt. C'est lui qui, plus tard, s'occupera de la direction artistique de Disneyland World et d'Epcot Center à Orlando. Ce chef décorateur a influencé de manière déterminante la direction artistique de Pinocchio. C'est un décorateur exceptionnel, une véritable machine à peindre, comme on le dit dans le studio Disney. Ses techniques de peinture, les textures compliquées qu'il arrive à obtenir, comme le brouillard humidifié par la pluie, font de lui un décorateur de génie dont Pinocchio n'aurait pu se passer. Le travail complexe que représente le développement de Pinocchio fait perdre un temps considérable à la production. Walt supprime la quasi-totalité des plans animés des personnages qui ne conviennent pas avec sa vision de l'œuvre de Collodi. Walt Disney est réputé pour son exigence, et celui-ci n'est pas motivé par l'argent, ou même une quelconque reconnaissance. C'est avant tout un visionnaire, et voici que maintenant son nouveau scénario achevé et son décor établi, il a œuvré avec le studio à recréer de nouveaux personnages, plus attachants et plus humains. Le nouveau scénario met en avant le souhait de Pinocchio à devenir un véritable garçon de chair et de sang, et assigne un rôle essentiel, voire quasi secondaire, au personnage de Jiminy Cricket. Alors que dans l'œuvre de Collodi, celui-ci n'apparaît que durant un court instant, puisque, après avoir sermonné le garçon de bois, lui ordonnant de se rendre à l'école, avant de le qualifier ensuite de pantin à la tête de bois, et ce dernier en réponse l'écrasera mortellement d'un coup de maillet. Le nouveau Jiminy Cricket agit ici en tant que narrateur, dans un premier temps. C'est le premier personnage que l'on voit dans le film, et il est témoin de quasiment tous les éléments du récit. Car celui-ci agit en tant que conscience du garçon, tâche qui lui est assignée par la Fée Bleue en personne. Le personnage est animé par Ward Kimball, un des plus talentueux artistes du studio. Il est avec 8 autres de ses collègues connus pour faire partie d'un groupe d'animateurs que Walt surnomme les Night Old Men. C'est ceux que Disney considère comme ses meilleurs éléments, et nous reparlerons probablement de ce groupe d'animateurs dans un prochain épisode qui leur sera entièrement consacré. À l'origine, je dessinais le grillon comme une sauterelle noire, avec des pattes et de longues antennes. À chaque fois que je montais voir Walt, il prenait un air désapprobateur. J'en ai dessiné 12 ou 14 versions, et j'ai graduellement supprimé tous les appendices de l'insecte. Le personnage originel s'est transformé en un petit bonhomme portant un court manteau en queue de pie. Il a un col de dandy anglais et une ombrelle, un visage en forme d'œuf, avec 2 joues, pas d'oreilles, 2 traits sur le crâne, rappelant des antennes et un nez sans narines. La seule chose qui faisait de lui un grillon, c'est que nous l'avions baptisé Grillon. Le personnage est une réussite totale. Il ne faut pas moins de 5 animateurs pour lui donner vie sur l'écran. Notez au passage que la plupart des personnages possèdent un animateur attitré et que la plupart du temps, plusieurs personnes se chargent d'animer le même personnage. Kimball invente sans même s'en rendre compte un des personnages secondaires signature des films Disney. À savoir, le petit personnage mascotte épaulant le héros. Vous avez probablement vu un de ces personnages, souvent de petite taille à l'allure mignonne, des personnages comme Timothée, Roquefort ou encore Mouchou. La première apparence graphique de Pinocchio est très proche du pantin de bois de théâtre classique.
c'est 3 autres des Neidolmen qui s'occupent de développer le personnage de Pinocchio. Frank Thomas, Fred Moore et Emil Cole qui lui développent le caractère. Walt Disney ne sera pas vraiment satisfait des premiers résultats des animations du Pantin. D'ailleurs, il est difficile de le convaincre. C'est un homme exigeant, parfois sévère avec ses artistes, et il est difficile en tant que tel d'être soumis à de telles exigences et de telles critiques. Il n'est pas facile à convaincre, certes, mais Walt sait quand le travail de ses artistes est excellent. Il a l'œil pour ce genre de choses et c'est grâce à ça que le studio parvient à créer de bons personnages, aussi bien dans l'aspect esthétique, mais aussi dans l'âme des personnages. Frank Thomas s'occupe des expressions du visage, tandis que Fred Moore donne à la marionnette des caractéristiques plus humaines, notamment dans la recherche de son mouvement. Celui-ci était à la base trop proche de celui d'une vraie marionnette, tenant avec des fils, se déplaçant tel un corps inanimé. Les mouvements obtenus grâce à de nombreuses recherches et observations du studio seront conservés dans les passages où celui-ci n'est pas habité par la vie. Car c'est en s'inspirant des mouvements d'un vrai petit garçon que l'animation de Pinocchio parvient à satisfaire Walt Disney. Ces mouvements spontanés le rendent plus humain et le rendent plus touchant. Le personnage porte un costume tyrolien. Les Tyroliens sont les habitants parlant la langue allemande de la région du Tyrol dans les montagnes italiennes. Et sa tenue est largement inspirée de son frère Mickey, notamment avec ses mains gantées, emblématique de l'ADN Disney. Ollie Johnson, alors responsable de l'animation de Pinocchio sur la séquence de la cage de Stromboli, explique son approche psychologique du personnage. Ce que je voulais faire passer dans cette scène où le nez de Pinocchio s'allonge, c'est que ce petit bonhomme, qui vient de naître, mais qui a physiquement 8 ou 9 ans, est totalement innocent. Et voilà que, enfermé dans cette cage, la fée bleue arrive et lui demande ce qui s'est passé. Il est tout gêné, il tortille le bas de sa culotte, il a peur. Il sait qu'il a mal agi, mais il peut pas vraiment expliquer pourquoi. Alors il se met à mentir et cela n'arrange rien. Il se retrouve complètement perdu. Ce sont des émotions auxquelles on peut s'identifier. La fée bleue exauce le vœu de Geppetto en donnant la vie au pantin de bois, fabriqué par celui-ci qui avait imploré à l'étoile des vœux de réaliser son souhait. La chambre baigne dans la lumière bleue magique et la fée aux allures de comédienne, transparente et lumineuse, incarne la force du bien. Walt Disney précise son caractère. Bien qu'elle soit séduisante, il ne faut pas en faire une femme fatale. Le modèle est celui de l'actrice Marjorie Belcher, qui sera dessinée grâce à une prise de vue réelle. Cette actrice et danseuse américaine est aussi à l'origine des prises de vue réelles ayant servi de modèle pour Blanche-Neige et les 7 nains. La jeune actrice est à l'époque en couple avec l'animateur Art Babbitt du studio Disney et a 18 ans lorsqu'elle prête ses traits pour la première fois au studio. Eric Larson, qui avait donné vie aux divers animaux de Blanche-Neige et les 7 nains, se voit confier l'animation de Figaro. Walt appréciera beaucoup ce personnage. Walt tombait amoureux de Figaro et m'a dit « Faites ce que vous voulez ». Nous avons voulu donner à Figaro la personnalité d'un enfant de 4 ans sous l'anatomie d'un chat. C'est ce qui fait le charme des animaux à caractère humain. Vous pouvez vous identifier à eux plus facilement. Sa relation avec Cléo est comme une relation conflictuelle de frères et de sœurs en bas âge. Les personnages ne s'expriment pas avec la parole, mais s'expriment toutefois par l'émotion face aux événements dont ils sont témoins. Le passage du film où Geppetto va se coucher est la séquence préférée de l'animateur. Figaro, fatigué, veut dormir, mais Geppetto lui demande d'ouvrir la fenêtre pour regarder l'étoile des vœux. Figaro s'acquitte de cette tâche, puis rejoint Geppetto et s'endort. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette séquence. Gédéon est le tout premier personnage important animé par John Lounsbury. Futur pilier des studios Disney, c'était l'animateur en titre de la sorcière dans Blanche-Neige et les 7 nains. Gédéon est l'associé de Grand Coquin. C'est un être totalement dégingandé, portant des habits trop larges et coiffé d'un petit chapeau haute forme. Armé d'un maillet gigantesque, sa maladresse et sa bêtise en fait un personnage burlesque et extraverti, car, à l'inverse de la version originale de Collodi, qui proposait un être plus rusé et sournois, un assassin prêt à tout pour de l'argent. Son homologue, Grand Coquin, est l'archétype même de l'escroc. Il est rusé, doué avec la parole, il est charismatique et berne facilement Pinocchio à 2 reprises. L'animateur de Grand Coquin se nomme Seamus Cullen. C'est lui qui s'est chargé d'animer la séquence des nains rentrant à la mine dans Blanche-Neige.
Son inspiration pour créer Grand Coquin n'est pas anodine puisqu'il s'agit en réalité du frère même de Walt, Ray Disney, agent d'assurance prospère, toujours un énorme cigare à la bouche. Voici une anecdote de Culam à propos de celui-ci. Même lorsqu'il vous disait bonjour, on avait l'impression qu'il complotait. Un jour, Walt assiste à la projection de séquences du renard et du chat qui, dans l'auberge, fument le cigare avec prétention. La séance fut interrompue par Ray qui entrebâilla la porte, juste assez pour passer la tête. Dans la pénombre, nous avons pu voir bouger les deux yeux de Ray de droite à gauche, sans qu'il remue la tête. Puis, après avoir soufflé une bouffée, il est reparti. Walt éclata de rire et dit « C'était sacré renard ». Aïe, diddle-didi, à moi la vie d'artiste. Le personnage de Stromboli est animé par Bill Titla, l'un des premiers animateurs du studio. Il a entre autres animé Grincheux dans Blanche-Neige, ainsi que Tchernobog dans la séquence de la nuit sur le Mont Chauve de Fantasia. Nommé Manchefeu dans sa version originale, le personnage est renommé Stromboli dans la version Disney, et ce n'est pas seulement le nom qui est modifié pour le film, mais sa personnalité entière. A l'inverse de la version originale du conte, celle d'un artiste faisant preuve de compassion et même de sensibilité, sa version Disney le dépeint comme celle d'un manager tyrannique et abusif, ayant pour seule motivation la fortune que celui-ci amassera sur le dos du garçon. Les premières animations déçoivent Disney, qui lui fait savoir qu'il attend bien mieux de son animateur. Titla est dévasté par cette critique et doit attendre plusieurs semaines avant de se remettre au travail, de tout recommencer, et cette fois-ci avec succès. Monstro est la dernière épreuve de Pinocchio, la conséquence de sa désobéissance. Le monstre marin est terrifiant, son seul nom provoque chez les poissons une panique indescriptible. Il est gigantesque et hostile dans la version Disney. C'est une baleine géante possédant des dents acérées et imposantes, alors que la version originale du conte avait opté pour un requin. Le choix d'une baleine s'explique par la taille du monstre, et Wolfgang Reitman, qui a déjà créé la scène mythique du miroir de Blanche-Neige et les 7 nains, parvient à rendre cette impression de masse et de puissance capable de générer de l'effroi. L'équipe technique doit de nouveau réaliser une prouesse, car il faut désormais animer une séquence sous l'eau de manière réaliste. Mais comment réaliser un tel travail à une époque où tout est à découvrir en termes d'animation ? Eh bien tout simplement grâce au talent des artistes du studio, surtout en l'occurrence celui de l'animateur Joshua Meader. Voici ce que Eric Larson dit de lui. Savez-vous que Joshua Meader était fou ? Il s'impliquait totalement, une sorte de surdoué comme on en trouve rarement. Il observait, analysait et décomposait chaque mouvement. Il filmait une goutte d'eau ou de lait pour étudier avec précision la manière dont elle réagissait à l'impact. Cette manière de retranscrire avec habileté les détails n'est pas à la portée de chaque artiste. Cela demande énormément d'observation et bien sûr de technique. Art Palmer, considéré par ses pairs comme un des géants de l'animation d'effets, en particulier sur son travail sur l'eau dans la scène de la course. Et John McManus pour son travail d'effet à l'aérographe pour les effets de vagues et d'éclats d'eau. Avant de conclure notre voyage, il y a 2 séquences sur lesquelles j'aimerais revenir en particulier de manière rapide. La séquence musicale du théâtre de Stromboli est la partie musicale majeure du film. Cette scène présente Pinocchio durant sa première représentation au théâtre. Spectacle auquel il ne fut que spectateur dans la version de Collodi. C'est grâce au talent de Frank Thomas, qui était l'animateur de cette séquence, que les mouvements effectués par les pantins étaient aussi réalistes. Ceci étant bien sûr obtenu grâce à l'observation de vrais pantins au studio. On voit bien le contraste entre les mouvements humains de Pinocchio, dansant parmi les marionnettes désarticulées, le mouvement hésitant et maladroit. Pinocchio se donne en spectacle pour la première fois, et son comportement est celui que nous aurions probablement à sa place. Imaginez-vous, petit garçon, le mouvement hésitant, timide et à la fois enthousiaste. L'humanité et le caractère sincère du personnage le rendent vraiment touchant. L'île des Plaisirs représente dans le conte le lieu de débauche par excellence. C'est un lieu où les enfants font ce qui leur est interdit en temps normal, et c'est la désobéissance la plus totale,
le summum de la bêtise et du chaos. La chose intéressante à relever ici est la manière dont Disney représente l'île des jouets, non dans la version originale, en parc d'attraction avec des montagnes russes, des manèges classiques, une grande roue. Il ne faut pas y voir ici un parallèle au parc Disney, car le premier parc Disney n'a ouvert ses portes seulement en 1955, et ce détail n'est pas anodin car la vision du parc d'attraction n'est pas encore à prendre comme une autocritique. Il donne un avis sur le sujet assez négatif, puisqu'en effet ce parc possède plusieurs noms d'attractions ou de lieux-dits assez clairs. Vous pouvez vous rendre au Palais de la Bagarre, continuer sur la rue du Tabac, et finir à la maison où l'on peut tout casser. Arrivé à un certain moment, les enfants disparaissent et se transforment peu à peu en ânes. Plus jeune, je n'y voyais pas le sens caché derrière cette curieuse transformation, pourtant aujourd'hui très claire, puisque c'est le parc lui-même qui abêtit les jeunes, les rendant stupides comme des ânes. Ceci est sûrement la vision que Walt se faisait des parcs d'attractions avant de créer son propre parc. La première mondiale du film a lieu à New York le 7 février 1940. Les avis du milieu de la presse sont unanimes. Le critique Otis Ferguson écrit « C'est le meilleur film que Disney ait produit. Il nous offre un enchantement et par moments nous coupe le souffle, tant les limites techniques d'animation ont été repoussées. » Archer Winston pour le New York Post. Pinocchio est un ravissement fantastique d'une perfection absolue, une œuvre de génie pure et simple. Le film remportera 2 Oscars, dont celui de la meilleure musique, quand on prit sa bonne étoile, qui deviendra le légendaire générique d'introduction des films du studio, et ainsi que l'Oscar de la meilleure partition musicale. Malgré cette excellente réception, le film connaît un tournant tragique, puisqu'à cause de la guerre, le film ne sort pas en salle et ne rentabilise pas son coût de production, à savoir 2,8 millions de dollars. Mettant le studio en difficulté financière, le film ne sera rentable que quelques années plus tard. L'une des raisons qui fait de Pinocchio l'un ou si ce n'est le plus grand dessin animé de l'histoire de l'animation est la volonté de perfection de Walt et son constant souci d'aller toujours de l'avant. Voici quelques témoignages de ses équipes. Walt a véritablement enfanté ces images. Aucun détail ne lui échappait. Il dirigeait les réunions de scénario, révisait l'animation, changeait les décors, observait les tests de couleurs et déterminait si Figaro devait être gouaché ou traité à l'aérographe sur les cellules et quel rouge on devait employer pour Pinocchio. Dans les premières réalisations, Walt s'impliquait au maximum. C'est après Pinocchio qu'il a commencé à se dispenser de suivre les choses d'aussi près, tant il avait été concerné dans les moindres détails. Jusqu'à ce film, absolument rien ne se réalisait sans qu'il n'y participe. Toutes les maquettes en couleur devaient recevoir son approbation, ainsi que tous les essais d'animation que nous lui projetions avant la finition pour la mise en couleur. Il serait aujourd'hui impossible de faire un film dans une dimension identique à celle de Pinocchio. C'est, à mon sens, le film qui représente le mieux l'âge d'or des longs métrages du studio. Impossible, car tant le niveau artistique fut exceptionnel, les artistes, tous venus d'horizons différents, se complétant et s'inspirant les uns les autres, ont su insuffler une nouvelle vie à l'œuvre de Collodi, à l'image de la vie insufflée par magie à la marionnette. Ils y ont mis tout leur cœur, leurs émotions, leur humour et leur fantaisie. Pinocchio est sans aucun doute le film le plus accompli du studio. Les personnages, remplis d'humanité, ont su trouver le cœur du public. Sa maîtrise technique a dépassé les résultats espérés. Disney a le don d'adapter les grands classiques, de se les approprier. Il comprend son public et celui-ci a foi en sa vision. Vous êtes arrivé au bout de ce voyage. Maestro vous remercie de l'avoir suivi et espère vous revoir pour un autre voyage à travers les paysages somptueux des films Disney. A très bientôt, j'espère.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris des choses sur Disney, des choses sur l'animation en général. J'aurais clairement pu parler de Blanche-Neige et les 7 nains pour ce premier sujet de vidéo. Ça aurait fait sens parce que c'est le premier long métrage du studio. Mais j'ai cru bon de commencer par Pinocchio car l'œuvre est actuellement sur beaucoup de paysages culturels. On a vu passer le remake live action de Disney, film esthétiquement joli mais qui dans l'ensemble ne représente pas vraiment d'intérêt. Ou si ce n'est celui de faire découvrir l'œuvre aux plus jeunes. Chose que j'ai de mon point de vue du mal à comprendre. Je veux dire, le film original, oui d'accord, il date de 1940, mais ça va, c'est pas impossible à regarder non plus. Je veux dire, au Japon, il y a le studio Ghibli qui, eux, continuent à faire des dessins à la main, et il n'y a personne qui va leur dire que ce n'est pas moderne. Le format live action, c'est pas vraiment un truc que j'apprécie en tant que fan de Disney, car jouer avec la nostalgie et surfer sur ses propres succès, quand on est la première société de divertissement au monde, voilà, c'est mon point de vue, c'est un peu moyen. Contrairement à la version de Guillermo del Toro qui dépoussière ce style d'animation appelé stop motion et qui en fait quelque chose de spectaculaire. Là on sent qu'il y a du travail, qu'il y a un réel amour du matériel d'origine et une nouvelle interprétation enfin. Je vous conseille vraiment de le regarder, si comme moi vous aimez l'animation, ça vaut vraiment le coup de voir ce film. Et pour finir, courant 2023, on va avoir droit à un jeu vidéo qui s'appelle Lies of P, donc les mensonges de P, on peut supposer Pinocchio. C'est développé par les studios NeoWiz Games et Round 8 Studios. Voici comment ils décrivent leur propre jeu. Lies of P est un jeu d'action, vous plongeant dans un univers sombre inspiré par le conte de Pinocchio. Vous y incarnez une poupée mécanique évoluant dans la ville morbide et inhumaine de Krat. Vous devrez mentir pour devenir un petit garçon. Vos choix et vos mensonges auront une influence sur votre histoire et la fin du jeu. Alors apparemment c'est pas mal inspiré des jeux du studio From Software, studio à l'origine des jeux de Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne. Voilà, donc à voir ce que ça donne. Moi en tout cas je suis hyper hypé par le projet, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce avant de partir si vous avez liké la vidéo et si comme moi vous êtes un fan de Disney et d'animation en général même. N'hésitez pas non plus à vous abonner et si possible à partager la vidéo, à me dire en commentaire si vous avez éventuellement des anecdotes sur le film et sur Disney en général que éventuellement je ne connais pas. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée ou journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.